Je pense qu'il y a des enjeux climatiques en ce moment qui sont importants. Si à l'heure actuelle je défends les coquelicots et si je suis là pour les coquelicots, c'est aussi pour l'avenir de mes enfants. Puis au fur et à mesure en fait, que j'ai commencé à vraiment m'écouter, je me suis rendu compte que je développais une passion pour le monde végétal. Et le système vraiment que je veux faire de pâturage tournant, agnelage dehors, pâturage l'hiver, etc. Il y en a très peu qui le font, on doit se compter sur les doigts de la main. Ce dont je me méfie beaucoup, et d'une façon générale dans tous les domaines, c'est les dogmes. Et là-dessus, je refuse un peu le dogmatisme. Alors ça fait 5 ans que je suis installée, donc là j'entre dans ma 6e année. Mon nom de ferme c'est Manu-les-Bois. Je suis à Chabrières, sur la commune de Boffres, en Ardèche, à quasiment 800 mètres d'altitude. Et je produis depuis 5 ans des plantes aromatiques et médicinales et des petits fruits rouges en agriculture biologique. Alors avec toutes ces belles plantes et petits fruits, je fais une gamme alimentaire, donc des sirops, je fais des infusions, des salles aux herbes, des gommasieux aux herbes, des pestos, vinaigre aromatisé, huile au basilic. Je fais aussi des confitures, des coulis, des hydrolats. J'ai un alambic aussi, je distille pour faire une gamme d'hydrolats. Et en cosmétique, je fais des macérats de plantes, huile de massage, des baumes, des savons à froid, des sticks à lèvres, un petit peu d'apéritif, vin apéritif et du vin de pissenlit. Et je fais de la gémothérapie de cassis. Donc là, on est à la brasserie de la Grange du Seigneur. Donc moi, je suis brasseur. Je fais de la bière depuis bientôt 14 ans. Donc moi, j'ai eu envie de créer mon activité sur place pour vraiment profiter pleinement du lieu, quoi. Et puis déjà à l'époque, j'étais vraiment passionné de bière en tant que consommateur. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire de la bière simplement avec du matériel simple. Donc c'est un petit peu ce qui m'a donné l'envie de créer la brasserie. Pouvoir créer mon activité ici, faire ce que j'aime et en vivre. Ici, on est sur la commune de Champy, en Ardèche. Donc moi je m'appelle Clément Damien. Je suis installé depuis le 1er janvier 2019 en brebis allaitante avec signe de qualité label rouge et un système en pâturage tournant toute l'année, plus agnelage au printemps dehors. Donc moi je me suis installé sur 50 hectares. Mon père arrivant à la retraite d'ici 2-3 ans, dans mon projet c'est de m'agrandir en fait avec la reprise de mon père, quoi. Donc de passer de 50 hectares à 130 d'ici 3 ans et de 350 brebis à 800. Donc voilà, il y a à peu près 1 hectare et moi j'entame du maraîchage sur sol vivant. Donc c'est une technique sans labourage, sans travail du sol, où je prends grand soin à garder tous les organismes du sol, de la bactérie aux vers de terre, en passant par les champignons, en vie et en bonne santé, parce que c'est eux qui travaillent le sol pour le coup et qui gardent en bonne santé toutes les plantes. On est dans mon laboratoire, donc voilà, j'ai pour projet d'ouvrir bientôt sur Alboussière. Donc mon projet à moi, c'est travailler au levain, revenir sur des valeurs nobles, donc essayer de travailler proprement et puis essayer d'être au niveau prix, enfin la qualité souhaitée de chaque personne, quoi. Donc c'est ma volonté en fait que tout le monde puisse manger correctement, du pain noble et sain, donc à un prix abordable. La qualité pour moi au départ, alors elle est d'abord personnelle, je dirais, puisque c'est une qualité de vie. Et un des mots phares, ou le mot phare de la brasserie, c'est la liberté, d'où le nom de la bière, donc la libertane. Et la liberté, y compris par rapport à l'activité. Donc moi, je voulais pas être contraint par des investissements qui obligent à un certain volume de production pour pouvoir les amortir ou des choses comme ça. Donc je suis parti sur des investissements très maîtrisés avec du matériel simple. Je brasse dans des tanks calés de récupération, enfin voilà, des petites combines comme ça. Et c'est aussi une démarche, je dirais, un petit peu politique, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de partage du travail, de choses comme ça, et je pense que pour moi, une façon de partager le travail, c'est pas forcément de créer de l'emploi, mais c'est aussi, dans son propre emploi, de se contenter de ce dont on n'a pas besoin et de ne pas aller chercher plus. Voilà. Donc je suis sur un niveau de production qui me permet de tirer le revenu dont on a besoin pour vivre au niveau de la famille, mais je ne veux pas aller au-delà. Et du coup, ça c'est quelque chose qui donne aussi une dimension de qualité à la bière elle-même, puisque ça me permet d'être sur des pratiques de fabrication qui sont vraiment artisanales, manuelles. Je brasse à la main, je cuis sur la flamme, et c'est le fait de faire des petits volumes qui me permettent encore de faire ça aujourd'hui. Si je devais
passer sur des volumes plus importants, je pourrais pas être là-dessus, quoi. J'ai vraiment envie de sortir des légumes qui aient du goût et qui soient d'une qualité nutritionnelle intéressante. Parce que je pense que aujourd'hui, ce qu'on trouve dans les supermarchés, voire même dans les grandes surfaces bio, c'est des aliments qui ont la forme d'un aliment, qui ressemblent à des aliments, mais qui n'en sont pas vraiment. Il y en a qui ont fait des analyses, preuve à l'appui, sur les qualités nutritionnelles d'une tomate hybride, par exemple, et d'une tomate d'une variété ancienne, cultivée sur un sol vivant. Et c'est du simple au x10, les nutriments qu'il y a dedans. C'est un label qui a été inventé il y a une vingtaine d'années. Les principaux caractères du label, c'est une alimentation du troupeau en grande majorité issue de la ferme et sans OGM. Donc dans mon système de pâturage tournant, l'avantage c'est qu'on diminue du coup les mécanisations et l'ensilage, mais on n'arrête pas la complémentation des céréales, on les diminue aussi, mais on ne les arrête pas. Donc tous les jours on change de parc. Donc on fait des parcs beaucoup plus petits, elles mangent tout ce qu'il y a à manger et on déplace. C'est qu'on se recale sur la pousse de l'herbe et le cycle naturel des animaux. Donc c'est juste reprendre la nature et l'adapter pour quand même gagner sa vie et faire la production qu'on veut. Et elles font des agneaux beaucoup plus qu'avant et sans problème sanitaire. Je conçois en fait mes parcelles, mes cultures, comme des plantes qui vont m'accompagner le plus longtemps possible. Et pour cela, j'ai envie qu'elles soient bien. Ce sont des plantes qui sont dites médicinales, qui nous apportent du soin, et ça me paraît logique d'en faire de même. Du coup, de mettre aucun produit de synthèse ou chimique, être le plus naturel possible. Et surtout, essayer de comprendre les plantes, comprendre pourquoi est-ce qu'elles poussent à un endroit particulier. Donc essayer de mettre en position d'un observateur en milieu sauvage et essayer de faire en sorte de reproduire en fait ce contexte sauvage et adapté sur mes parcelles de culture. Donc je vais beaucoup jouer en fait sur les plantes qui s'adaptent, des variétés du coup qui sont adaptées à ce sol-là, des associations de plantes, et je vais beaucoup utiliser les extraits fermentés de plantes ou les infusions, toutes les préparations que je peux faire moi, comme les litières forestières fermentées, à partir du coup de mycélium du bois que je lactofermente. Et du coup, ça me permet de stimuler en fait la mycorhisation des plantes, faire en sorte qu'elles aient de moins en moins de maladies fongiques, qu'elles soient plus résistantes, plus belles, qu'elles assimilent mieux la nourriture du sol. Il y a toujours un espace en fait vierge où les auxiliaires de culture, les abeilles, les bourdons ont de quoi butiner. J'ai plein de papillons, j'ai plein d'araignées, plein d'insectes de partout. Pour moi, c'est aussi important d'avoir cette biodiversité-là dans le champ que des plantes, parce que c'est un équilibre qui est vital. Moi, pour moi, le lien aux produits chimiques, il s'inscrit je l'inscris dans une vision plus globale de la société, en plus dans une démarche politique. Et c'est vrai que pour moi, l'idéal, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques parce que je pense que la nature en souffre, que nous, on en souffre aussi aujourd'hui parce qu'on est dans un excès en plus. Je pense que c'est plus l'excès qui est à mettre à l'index que le produit chimique lui-même, qui pourrait donner des coups de main ponctuellement. Je vais aller plus facilement et en premier lieu vers du local. Pour moi, c'est plus important. Je dirais que, voilà, c'est pas que les produits chimiques, c'est aussi les transports, c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Et par exemple, pour moi, je suis insatisfait de ne pas pouvoir travailler à nouveau avec du malt plus local. Mais ça serait pour moi pas cohérent d'aller payer du bio beaucoup plus cher, puisqu'on est encore malgré tout sur du beaucoup plus cher, pour le faire venir d'Allemagne avec le transport qu'il y a. Voilà, ça se tient plus ou moins, hein, on n'est pas sur une logique très rigide non plus, mais je préfère aujourd'hui travailler avec du malt qui n'est pas bio. Parce que tout le sens n'est pas là pour moi. Voilà. Donc moi, le lien qu'il y a avec ce système de production des céréales, c'est que dans mon système, du coup, j'arrête les céréales, la production de céréales sur mon exploitation. Je mets que de l'herbe pour qu'elles aient à manger toute l'année, en fait, pour pas qu'il y ait une culture qui vienne au milieu de ma rotation.
Et vu qu'elles sont dehors, j'ai pas besoin de paille, donc ça explique aussi cela. Mais par contre, sur le choix des céréales, donc je vais essayer de choisir des exploitations qui utilisent des systèmes entre guillemets innovants sur les productions, donc soit en TCS, soit en semi-direct, soit en culture raisonnée. Donc j'ai pas fait le choix du bio, de labellisation de bio, mais le système que je veux faire est quasiment en bio. Mais juste pour ce problème de prix des matières premières en fait. L'utilisation des phytos, on essaye de la diminuer, c'est sûr, on essaye de s'en passer. Mais je ne pense pas qu'il faut l'interdire complètement. Dans mon système, il faut beaucoup de clôtures. Et sous les clôtures, les brebis ne mangent pas. Donc l'herbe pousse, les ronces poussent, les balais poussent, tout ce qu'on peut pas vouloir pousse. Donc l'utilisation des phytos peut être une technique. Et sachant que c'est des utilisations très 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 minimes. Il faut compter à peu près 1 litre de désherbant pour 200 ou 300 hectares de culture d'herbe. Donc c'est très très peu, quoi. On se cache derrière le fait que le bio, c'est pas forcément sûr, on n'a pas des résultats à 100%. Mais en fait, je pense qu'il faut quand même avoir une démarche. Une démarche, c'est de comprendre comment cet équilibre fonctionne et puis se lancer. Pas avoir peur, en fait. Je pense qu'une fois qu'on a basculé, en fait, on est conquis. Et puis c'est un domaine qui commence à être de plus en plus technique. On a du recul par rapport au traitement. Je pense qu'on peut trouver vraiment des solutions alternatives. Alors j'ai fait un test, un comptage de vers de terre pour essayer de suivre un peu l'évolution du sol. Donc là j'ai fait un cube de 50 cm par 50 cm par 50 cm de profondeur. Et j'ai ramassé 100 grammes, enfin 94 grammes exactement de vers de terre. Ce qui fait donc 400 grammes au mètre carré. Et multiplié par 10 000, ça fait 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc là, sur cette parcelle de 1 hectare, il y a 4 tonnes de vers de terre. Ce qui peut paraître assez... je ne sais pas si on faisait un tas de vers de terre de 4 tonnes. Mais voilà, c'est entre 3 et 4 tonnes à l'hectare. Ça monte à 6-7 tonnes sur des prairies anciennes et vraiment en vie. Et ça descend à entre 30 et 80 kg à l'hectare sur un sol labouré. Et vu que c'est le ver de terre qui dégrade les matières organiques pour beaucoup, donc avec les champignons et les bactéries, mais ils ont une capacité d'absorber en fait tout ce qui est résidus de culture, les pailles, les bouts de bois, les branches, les feuilles. C'est eux qui digèrent ça en fait et qui transforment le carbone en azote, donc en engrais qui arrive à le minéraliser et à le transformer en quelque chose d'assimilable pour les plantes. En gros, on perd de la matière organique dans le sol à chaque fois qu'on le travaille. Donc plus on le travaille, moins on a de matière organique. Et la matière organique, c'est le pilier de la fertilité des sols. Donc on a perdu petit à petit de la matière organique dans les sols, ce qui fait qu'on a des baisses de rendement qu'on n'arrive pas à contrer avec les engrais chimiques, les intrants chimiques. On est vraiment dans un moment qui est critique parce que les agriculteurs se rendent bien compte qu'il y a des pertes de fertilité, que même avec les ingrédients chimiques, ça ne suffit plus pour avoir des rendements. Donc avec ça, plus le climat qui commence à partir en cacahuète, là je pense que voilà, ça va commencer à être compliqué. Moi je pense que l'agriculture a vraiment un gros potentiel et une capacité de rectifier le climat en stockant le carbone dans le sol, donc justement en amenant de la matière organique dans les sols et puis en arrêtant de tout brûler comme ça. Et en même temps que d'arrêter de travailler un peu les sols, ça permet de réduire grandement les énergies fossiles. Donc on diminue les énergies fossiles, donc on diminue les intrants chimiques, on diminue le travail aussi, et on augmente les rendements. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'observent ça depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a même les industriels vont commencer à s'intéresser à ça parce qu'en fait c'est un modèle vers lequel il va falloir tendre de gré ou de force. Donc je pense que voilà, il va falloir juste qu'on fasse attention à pas se faire récupérer comme la bio a pu être récupérée par certains grands groupes et qui moi me désole un peu parce qu'ils en font du greenwashing et de l'industriel, enfin voilà, qui n'a pas vraiment de sens. Oui, je crois qu'aujourd'hui on est dans une vraie prise en compte des impératifs environnementaux et des choses qui sont en train de se passer. Après, il reste cette pression économique et je crois qu'on
qu'on arrivera à faire des petites choses et que ça restera des petites choses tant que le schéma économique mondial sera celui qu'il est. Ça, je suis un peu désabusé par rapport à ça, mais je suis convaincu de ça aussi. Tous les points de vue peuvent être complémentaires, tous les points de vue sont différents, et même les agriculteurs entre eux, que ce soit conventionnel ou bio, n'ont pas le même point de vue que leurs voisins. Donc je pense pas qu'il faut qu'on se tape dessus tous, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce que l'agriculture et les consommations des produits agricoles soient plus raisonnées et plus durables que passer des certaines périodes qu'on a connues. Mais c'est vraiment une implication au quotidien et c'est un travail de recherche aussi, de compréhension, d'observation. Il faut de l'implication, ça se fait pas tout seul. Et si on veut avoir un système qui fonctionne, c'est pas un coup de baguette magique comme ça que ça va arriver, quoi. C'est du travail. C'est du travail, mais quand on est dans une démarche comme ça, on voit que les choses s'améliorent de plus en plus, c'est durable. Et on sent aussi un bien-être. On apprend plaisir à travailler là où on est, on se sent bien. Et je pense que ça nous soigne en fait aussi. C'est pas que dans une démarche productiviste, c'est même pas ça en fait. C'est vraiment des plantes que je cultive et qui me cultivent aussi. C'est un contexte de travail qui élève, qui a du sens.